votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. La refonte partielle du fichier électoral, quels enjeux? Comment expliquer les inquiétudes de l'opposition et les assurances de la coalition au pouvoir? La nationalité des candidats à l'élection présidentielle, faux débat ou question à prendre très au sérieux? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue-Ménage reçoit ce dimanche 14 août 2016 Mazid Ndiaye, président du pacte de la société civile sur les élections, également président du RADI, et Gorgui Wadendoy, journaliste, directeur de publication de Continent Premier, un site internet basé en Suisse. Remue-Ménage, dimanche 10h, 11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité, RFM. Dimanche 14 août 2016, bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes avec monsieur Mazid Ndiaye, président du RADI, Réseau africain pour le développement intégré et président du pacte, plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, et Gorgui Wadendoy, journaliste, directeur de publication de Continent Premier, un site internet qui traite des questions de diplomatie installé à Genève en Suisse. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine, la refonte partielle du fichier électoral était au cœur des débats. L'opposition et le pouvoir ne s'entendent pas sur cette refonte, malgré le vote qui a été fait. L'opposition parle de forcing de la coalition au pouvoir. Ils disent qu'au moment où l'opposition dit qu'elle est sur un point bien précis, qu'elle n'est pas d'accord, parce que le pouvoir demande qu'au moment de son inscription en vue d'obtenir la carte d'identité nationale biométrique, chaque électeur peut dire au service du ministère de l'Intérieur s'il est inscrit ou pas sur les listes électorales. L'opposition souligne que le citoyen n'est pas obligé de faire cas de cette affaire, inspection. Donc ça crée un débat. Monsieur Mazid Ndiaye, vous êtes de la société civile, vous avez travaillé depuis de longues années sur les fichiers électoraux. De 2000 jusqu'à présent, vous avez été souvent coopté ou bien présidé des organisations de la société civile pour parler du fichier, pour rapprocher les positions des uns et des autres. Aujourd'hui, cette refonte partielle des fichiers électoraux, quels sont les enjeux? Ok, c'est le même comme toujours. Les gens n'ont pas confiance les uns envers les autres. Et le fichier est géré par le ministère de l'Intérieur. Et les gens n'ont pas confiance quand ils sont de l'opposition à ce ministre de l'Intérieur, qui que ça puisse être. Parce qu'ils considèrent qu'il a un outil entre les mains et qu'il a des employés à qui il peut donner des ordres, et qu'il peut bouleverser soit l'ordre, soit faire disparaître des gens, soit déterminer par un système de calcul les zones où il a le plus d'alliés et les zones où il n'a pas d'alliés pour pouvoir bloquer leur élection, etc., etc. Donc, pour ça, tout le monde veut voir le fichier. En 2000 déjà, c'était comme ça. On a dit, l'opposition disait qu'il ne voulait pas d'élection, qu'il va bloquer les élections, qu'il ne veut pas de carte d'Israël, etc. Et quand la société civile s'est adressée à l'opposition pour demander qu'est-ce qu'il faut pour que vous acceptiez les résultats, ils ont dit qu'ils veulent vérifier le fichier électoral, pour les mêmes raisons. Certains disaient qu'il y a 5 millions d'électeurs, d'autres disaient 2 millions, on ne savait pas où on en était. Et dès qu'on a accepté de réviser tout le monde les yeux dans le fichier, poser toutes les questions informatiques qu'on voulait, et qu'on s'est rendu compte que finalement on a pu sortir que 2700 personnes sur le fichier, tout le monde a compris que l'outil était crédible, acceptable. Et c'est pour ça qu'en 2000, après les élections, il n'y a pas eu de débat. Je pense que la révision est nécessaire périodiquement pour donner à ceux qui veulent voter l'occasion d'aller s'inscrire et de voter. Mais pourquoi à chaque fois il y a cette polémique autour du fichier électoral? Parce qu'on pensait que depuis le consensus de 1992, où Abdou Diouf avait dit à Kéba Mbaye qu'il ne va pas enlever une seule virgule des propositions qui ont été faites, pratiquement à chaque veille d'élection, on est confronté à ce genre de suspicion. Ok.
il y a le fichier et il y a le code électoral. D'accord? Pour le fichier, c'est une question technique presque, de vérification de qui est inscrit dedans et qui n'aurait pas dû y être et qui y est plusieurs fois. Parce qu'il y a une époque où tout le monde venait voter à plusieurs endroits et la même personne pouvait voter plusieurs fois. Maintenant, ça, ce n'est plus possible. On a réglé ces problèmes-là depuis 1992 sur cette question de fichier. En 2000, on a retrié le fichier et on a vu qu'il n'y avait pas grand monde. Mais le code électoral. Alors, le code, on était d'accord pour une révision du code électoral régulièrement. Mais dans ce cas-ci, aujourd'hui, dont nous parlons, la difficulté vient de ce que la méthode utilisée pose problème. On n'arrive pas à une discussion sur le fichier électoral avec des questions générales comme ça. On dit, voilà le code, on l'a, il existe. Celui qui veut le changer fait une proposition. Et s'il doit convaincre pour qu'il y ait un consensus. S'il n'arrive pas à convaincre, on garde le code tel qu'il est. Et on donne la parole à ceux qui veulent que ça change, qu'ils proposent, qu'ils fassent tout. Et on donne à ceux qui ne sont pas d'accord et on vérifie s'ils sont honnêtes dans leurs arguments. Parfois, il y a des jeux politiciens. On bloque, point Sénat, on ne veut plus rien entendre et on bloque purement et simplement le débat. Et à ce moment-là, le président de séance peut démontrer que celui-là, ce qu'il raconte, ne tient pas debout. Et un consensus se crée généralement. Quand tout le monde est honnête, on trouve un consensus autour d'un changement. Maintenant, s'il arrive que la grande majorité considère que c'est ça qu'il faut faire, mais qu'un petit groupe de l'opposition ou du pouvoir bloque, alors on fait une recommandation au président pour lui dire la majorité, le plus proche du consensus, demande que ces changements soient faits. Maintenant, à vous de décider. Mais on ne donne pas carte blanche sur tout au président. Même en 2007, où c'était très difficile, on est arrivé à des conclusions qui étaient très proches de consensus. Et c'est la revue du fichier qui a posé problème, parce que l'opposition avait envoyé des jeunes ingénieurs informaticiens qui ont voulu démontrer qu'ils sont de grands compétents et qui connaissaient la biométrie, tout ça. Ils ont fait perdre du temps, ce qui arrangeait le pouvoir, qui disait, de toute façon, tant qu'on n'est pas d'accord, ça ne va rien changer. Et ça a perdu tout le temps sur des discussions techniques ou technocratiques qui n'ont rien à voir avec les problèmes politiques qu'on se posait, qui étaient que tous ceux qui voulaient voter devaient pouvoir voter. Et personne n'avait le droit de voter plus que d'autres, c'est-à-dire pas 2 fois, pas 3 fois. C'est tout ce qu'il fallait régler. Et la biométrie pouvait le faire. Alors on s'est posé des questions sur 5 doigts, 2 doigts, 5 points par doigt, 7 points par doigt, comme aux États-Unis. Ce que fait la CIA, on a perdu tout le temps. Et résultat final, on n'a presque rien changé. Parce que ça arrangeait le pouvoir à l'époque de ne rien changer. Et je pense que désormais, ce qu'on doit faire, c'est celui qui veut changer quelque chose, il propose le changement. Et il le démontre. Et après sa démonstration, on donne la parole à tous les autres qui veulent des précisions, des corrections, des amendements, des arrangements pour qu'on arrive à un consensus. Chacun devant chercher le consensus. Mais autrement, on arrive à un brouhaha où les gens sont presque d'accord, mais il reste un petit quelque chose qui n'est pas d'accord. Gorgoudo, pourquoi il y a autant d'enjeux autour du fichier électoral, la refonte partielle? Merci beaucoup Alassane de nous avoir invités et je remercie au passage tous ceux qui nous écoutent de partout. Je pense que il y a d'abord un enjeu principal, général, c'est que les Sénégalais ont envie d'avoir des élections transparentes et démocratiques, c'est-à-dire ce qui peut permettre l'expression d'une pluralité, l'expression d'une élection inclusive, mais qui respecte l'égalité.
L'égalité, c'est quoi? C'est qu'Alassane Diop peut avoir une carte de vote, Gorgui Ndoi peut avoir une carte de vote, même s'il est à l'étranger, au même titre que le président de la République, au même titre que celui qui est dans l'opposition. Et que, quand on est dans un bureau de vote, qu'on puisse tous faire notre devoir de citoyen. L'autre chose, c'est que ce qui se passe, et d'ailleurs notre grand frère Mazid l'a expliqué, on est parfois en face de choses très simples. C'est-à-dire organiser des élections dans un pays qui se dit avoir commencé à voter depuis 1848 et qu'on continue à avoir un doute si les élections sont transparentes, elles ne le sont pas ou pas. Parfois, c'est des débats trop politiciens. Et l'enjeu, dans ce cas précis, c'est que nous sommes en face parfois de politiciens véreux qui ne respectent en fait pas du tout l'intelligence des Sénégalais. Parce que les Sénégalais, eux, savent voter. Ils savent aussi qui les manipule. Et aussi, on oublie que nous avons aussi une administration techniquement très compétente. La DG est là, la DAF est là, etc., qui font un travail extraordinaire. Pourquoi, dans ce cas précis, ne pas, comme il l'a dit, si on a des objections, si on veut faire de sorte que le code, les cartes d'électeurs, qu'on puisse les avoir à temps, qu'on puisse voter, qu'on fasse des propositions. Moi, par exemple, je peux donner un exemple pour les Sénégalais de l'extérieur. Parfois, il nous est difficile de voter quand on est en déplacement dans un autre pays. Aujourd'hui, si j'avais la possibilité de faire une proposition, je dirais, est-ce qu'on ne pourrait pas amender ce code pour permettre à un Sénégalais inscrit à Genève ou à Paris de pouvoir, quand il est en déplacement à Washington, de pouvoir voter là-bas. D'autant plus que là, sa carte d'identité, sa carte d'électeur, bon, et ensuite, on ajouterait son nom sur la liste du bureau de vote dans lequel il allait s'exprimer. Ça permet d'avoir une certaine traçabilité. C'est ce que je voulais dire. Donc l'enjeu, c'est d'abord notre démocratie. L'enjeu aussi, c'est la préservation de la paix sociale. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que la carte d'identité nationale soit en même temps la carte d'électeur, ça permet d'aller plus vite dans les votes, ou bien ça crée encore un autre problème au cas où les Sénégalais perdraient la carte et qu'ils ne pourront plus voter? Ça, c'est une réalité. Hein. Si vous perdez votre carte, vous avez un problème, que ce soit la carte d'électeur ou la carte d'identité. En ce moment, il y a deux qu'il faut surveiller. Et cette fois, c'est une seule carte qu'il va falloir surveiller. Mais je vais revenir à la question de vote extérieur. Vous êtes à Genève, vous allez voter à Washington. Okay? Ça devrait être faisable. Vous votez, on vous écrit. Mais est-ce que notre niveau technologique nous permet d'éviter que s'il y a deux bureaux de vote à Washington, que vous votiez ici et vous allez voter là-bas et qu'on vous inscrive deux fois sur deux listes? Mais le problème, je pense qu'il y a aussi l'encre indélébile qui est là, qui fait la différence, non? Et d'ailleurs, je pense qu'au cours de la discussion, parce que j'ai aussi d'autres propositions, si avec la nouvelle carte, comme il l'a annoncé tout à l'heure, cette carte à puce, et il semblerait, selon mes informations, que l'idée aujourd'hui serait de pouvoir prendre les empreintes digitales des 10 doigts, donc, ce qui permet de faire des avancées très claires, de pouvoir aussi avoir des cartes mieux sécurisées. Mais pourquoi ne pas, dans nos fichiers électoraux à venir, mettre la photo de la personne? Voilà, il y a des choses qui sont là. C'est que j'ai l'impression que quand les Sénégalais veulent quelque chose, avec leur génie extraordinaire, mais aussi avec les moyens intellectuels et techniques dont nous disposons aujourd'hui, nous en sommes capables. Vous voulez, je vais sortir un peu de débat pour vous donner un exemple. L'histoire de cette dame qui a pris en flagrant délit un policier. On s'est débrouillé pour aller la dénicher. Malgré nos... on l'a trouvée. Ah, bien sûr. Elle est fautive, elle aussi, mais elle a été... on l'a retrouvée. Ça veut dire que dans ce pays, nous avons l'intelligence d'arriver à nos faits quand nos propres intérêts sont en jeu.
qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter ces débats? Parce que l'opposition dit qu'aujourd'hui le consensus est rompu par rapport à la refonte partielle des fiches électorales. Et on sait qu'en Afrique, souvent des questions électorales débouchent sur des drames. Oui, non, je pense que chaque fois qu'on a fait la refonte du fichier électoral, on est passé par un noyau dur. C'est-à-dire, la dernière fois, on a dit, ceux qui ont voté lors des dernières élections constituent un noyau dur. Et les autres qui n'ont pas voté parce qu'ils sont morts ou parce que je ne sais quelle raison... Pas de 30 000. Voilà, ils n'ont qu'à venir s'inscrire. Et donc, se présenter et dire, je veux voter. Et ici aussi, c'est la même chose. Si on assimile les cartes d'identité et les cartes d'électeurs dans une seule carte, il faut que les gens se présentent, comprennent leur empreinte digitale et qu'ils disent que je veux voter et on ajoute derrière son bureau de vote et tout le reste. La question qui se pose maintenant, c'est si quelqu'un aujourd'hui dit ça ne m'intéresse pas et que les débats sur la campagne électorale ou avant la campagne l'intéressent au point qu'il a envie de voter, or, sur le verso de sa carte d'identité, il n'y a pas de bureau de vote. Est-ce qu'il a la possibilité d'aller voter? Apparemment, rien n'est prévu pour ça. Et or, on ne peut pas empêcher quelqu'un de voter. On n'a pas le droit. C'est un droit constitutionnel pour chacun qui veut voter d'aller voter. N'est pas obligatoire, mais si tu veux, tu dois pouvoir voter. L'État doit mettre en place les conditions pour que tu puisses voter. Donc, ces problèmes devraient être réglés assez facilement. L'opposition maintenant dit que ça ne l'arrange pas qu'on oblige les gens à se présenter. Mais la seule façon d'être sûr que c'est quelqu'un qui veut voter, c'est celui-là, c'est qu'il se présente. Mais autrement, qu'est-ce qu'on a combattu pour créer le système de fichiers consensuels et tout ça? C'est parce qu'avant, les partis politiques rassemblaient les cartes et allaient voter avec ces cartes-là, avec n'importe qui, avec la carte. On bourrait les urnes, comme on disait. Maintenant qu'on est arrivé à un niveau de précision avec la biométrie sur les gens, que la carte d'identité qui contient les empreintes digitales et les pédigrés des gens puisse être enregistrée dans un fichier, en même temps que le numéro du bureau de vote dans lequel son nom figurera sur une liste. Je ne vois pas quel problème ça peut poser. Maintenant, il y a le manque de confiance qui est là, qui bloque la plupart du temps. Mais c'est l'opposition même qui est le plus intéressée à ce que les votants soient vus, qu'ils aient été enregistrés et qu'ils aient eux-mêmes décidé qu'ils vont voter. Plutôt que de laisser, parce que le gouvernement qui a les moyens, mais l'opposition qui a les moyens aussi pourrait faire la même chose, rassembler des gens, mettre dans un Ndiagandiaï, aller quelque part et tamponner tout le monde. Donc, je n'ai pas vraiment compris parce que la plupart des gens de l'opposition et des indépendants, je les ai vus dans les autres vérifications, audits de fichiers électoraux et ils étaient plus constructifs que ça. Aujourd'hui, le degré de méfiance a atteint un tel niveau qu'il semble négatif. Mais je pense qu'ils sont peut-être plus informés que nous sur les dessous de la table, ce qui se passe quelque part que nous, on ne connaît pas. Justement, qu'est-ce qu'il faut puis faire pour rétablir cette confiance entre l'opposition et le pouvoir autour des fichiers électoraux, pour que la transparence qu'exige l'opposition soit de mise, et que aussi que le pouvoir aussi, sur les revendications de l'opposition, qui puissent être acceptées? Il y a un principe. Le principe, c'est que le citoyen sénégalais on doit lui donner la possibilité de voter. Point. Qu'il veuille voter ou pas, on doit lui donner cette possibilité. Libre à lui de voter ou pas. Secondo, pour répondre plus directement à votre question, Alassane, qu'est-ce qu'on peut faire? La confiance doit revenir. Et pour cela, et heureusement, nous avons ici la société civile. La société civile sénégalaise, elle est très forte. Elle est très bien organisée. Elle doit continuer à faire son travail de veille, de médiation. Mais en même temps, la presse sénégalaise. Vous m'excuserez de demander à mes collègues sénégalais qui font aussi un travail extraordinaire de leur dire que nous ne pouvons pas, dans un pays comme le nôtre,
nous permettent de ne pas connaître les dossiers et juste de faire se rassembler des gens qui s'insultent. On doit dépasser cela. Quand monsieur ou une femme de l'opposition ou du pouvoir vient nous raconter, je pèse mes mots, des bêtises, le journaliste doit pouvoir faire les vérifications nécessaires pour lui apporter la réplique nécessaire. La réplique nécessaire. Pour qui? Pour le respect du citoyen auditeur ou lecteur ou téléspectateur. Et nous le devons, ce devoir de vérité-là. Et c'est pas compliqué, Alassane. Parfois, on pense dans ce pays qu'il faut des milliards pour nous avancer. Ce qu'il nous faut, c'est juste que chacun fasse son travail le plus honnêtement et le plus objectivement possible. Qu'est-ce que la société civile est prête à faire dans cette histoire-là aujourd'hui pour rétablir la confiance? Mais la société civile était partie prenante des discussions sur le code actuel. Et elle a fait des intermédiations, à regarder, parler aux uns, aux autres, essayer d'arranger, d'avancer. Mais la méthodologie qui consiste à dire, voilà le premier point. Qui veut ce changement-là n'a qu'à expliquer pourquoi ce changement est nécessaire. S'il a convaincu, on passe à autre chose, on n'a pas besoin de débattre. S'il n'a pas convaincu, les autres ont le temps de revenir et dire autre chose que ça, qu'ils ne veulent pas ça. Et ils donnent des arguments honnêtes. Oui. Et la société civile veille sur l'honnêteté, sur l'éthique de la discussion. Et à un moment donné, on voit bien que quelqu'un est de mauvaise foi. Oui. Et on s'arrange diplomatiquement à le faire montrer, que tout le monde sache que c'est pas correct ce qu'il dit. Mais quand j'étais président de cette commission, je laissais parler le gars malhonnête jusqu'à ce que tout le monde fasse du bruit pour montrer qu'il dérange tout le monde. Et il raconte des histoires. Et à ce moment-là, celui-là même commence à se retirer, à savoir qu'il n'a aucune chance de faire passer ce qu'il veut. Et on a parfois des propositions aussi farfelues que autoriser la candidature d'un jeune de 18 ans pour être président de la République. Voilà, des choses comme ça. Et d'insister, de vouloir coûte que coûte qu'on entende ces choses-là. Finalement, tout le monde finit par taper sur la table pour dire, allez vous asseoir, vous nous dérangez. Voilà. Mais l'opposition dit qu'aujourd'hui que la réforme de passé électoral avait été déposée avant l'Assemblée nationale en catimini. C'est quand elle a dénoncé que le ministère de l'Intérieur a appelé à une rencontre autour de cela et que le même projet est revenu pratiquement tel quel à l'Assemblée nationale. Ça, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas ça qui crée aujourd'hui cette cristallisation? Le manque de confiance, c'est la confiance qui n'est pas rétablie avec ça. Vous appelez des gens à des discussions et pendant que vous discutez, vous déposez des choses à l'Assemblée nationale, ça rompt le climat de confiance. Effectivement, c'est pas constructif du tout. Donc, une fois que vous avez fait marche arrière, vous êtes surveillé de près parce qu'on sait que peut-être vous avez prévu autre chose derrière. Et conséquence, le climat de confiance ne peut être rétabli que par le dialogue. Mais un dialogue sincère, pas un dialogue politicien, généraliste, qui signifie simplement je cherche un moyen de te dribbler. Voilà, parce que c'est ça le politicien. Il veut te dribbler pour avoir tes voteurs, tes électeurs de son côté, les dirigeants de ton parti les plus crédibles, les plus connus de son côté. Qui que ce soit, de l'opposition ou du pouvoir, mais le pouvoir a plus de moyens, bien sûr. Les transhumants, on va en entendre parler, ça va changer de camp dans tous les sens. Et tout ça, c'est parce que la politique doit être assainie. Et quand je venais, j'ai entendu quelqu'un dire à la radio que les politiciens sénégalais devraient s'enquérir un peu ou s'inquiéter un peu de l'opinion que la diaspora a d'eux. Bien sûr. Et que vraiment, c'est pas très reluisant. Et que je crois que c'est quelqu'un de réuni. Donc, il y a un problème. Mais ce n'est pas seulement la diaspora, c'est ici au Sénégal. Quand quelqu'un parle politicien, quel que soit son camp, les gens ont tendance à dire « ñom ñëpp yam ». Voilà, « ñom ñëpp yam ». Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister avec la cristallisation autour du fichier électoral qui est déjà voté, la refonte, la prolongation du référendum aujourd'hui? Du oui et du non. Est-ce que ce n'est pas cette prolongation qu'on assiste aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr, mais j'aimerais
pouvoir dire que le gouvernement du Sénégal n'a pas le droit, sur ce dossier précis, de faire des choses qui ne sont pas claires. Nous sommes connus pour pouvoir faire des élections transparentes. Nous sommes aujourd'hui un peuple assez mature, adulte et majeur. Pour aider aussi à ce que les gens comprennent les enjeux et les dessous, il faudrait que le jeu soit clair. Ce n'est pas possible qu'on aille déposer en catimini des dossiers à l'Assemblée nationale et demander à l'opposition d'être honnête aussi. Et heureusement qu'ils ont fait ce qu'on appelle un recul par rapport à cela, mais ça n'aide pas. Maintenant, je ne sais pas, le référendum pour moi c'est passé. Le pouvoir en place a gagné. Il faut qu'on passe à autre chose et qu'on règle le problème des Sénégalais. La quotidienneté, Alassane, la quotidienneté. Oui, le référendum est passé, à mon avis, et la culture politique sénégalaise, les hommes politiques sénégalais ne remettent plus en cause le référendum. On est passé dessus. On a fini avec le référendum. On est content ou mécontent, mais on sait que le référendum est passé. Est-ce qu'on a une prolongation justement de cette cristallisation par rapport au fichier? Non, je ne crois pas. Ça existe chez certains qui disent « j'étais pas d'accord sur ça, je ne vais pas me présenter dans une affaire à laquelle je me suis opposé ». Ça, on peut appeler ça prolongation. Mais c'est une ligne de principe. J'ai pour principe de ne pas surcharger la population sénégalaise d'institutions à payer des charges et de clientélisme qui coûte cher aux impôts des Sénégalais. Et puis aller moi me présenter pour recevoir cette indemnité-là. Voilà, ça c'est correct pour moi. Ça n'est pas en rapport avec le référendum, mais c'est une ligne de principe. D'accord? C'est vrai qu'on peut aussi dire, bon, je ne voulais pas, mais le peuple le veut, donc je me présente et si je gagne, voilà. Les deux peuvent se comprendre, mais pas dans le sens d'une prolongation du référendum. La maturité politique des Sénégalais a dépassé ce niveau-là. Une fois que Macky Sall est élu, il est élu. Personne ne demande sa démission. Personne ne demande qu'il quitte. Personne, voilà. Absolument. Je rappelle que vous suivez Rewmi Ménage qui reçoit Mazid Ndiaye, président du RADI et Réseau africain pour le développement intégré, et président du Pacte, la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, et Gorgui Wadndoy, journaliste et directeur de publication de Continent Premier, un site internet qui traite des questions de diplomatie installée à Genève, en Suisse. Le deuxième point de notre débat, c'est par rapport à la question qui est revenue de façon récurrente, peut-être même insidieuse, sur la nationalité des candidats. Aujourd'hui, lorsque justement il y avait ces discussions sur le fichier électoral, Benoît Sambou, le mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar, a posé le principe que celui qui veut être candidat pour la présidentielle doit au moins renoncer 5 ans à sa nationalité. Et ça pose un vrai débat. Certains disent que cette question a été déjà réglée par la Constitution dans son article, je pense, il y a 23 et 28 qui dit que là. Nous devons faire de sorte que les choses soient aussi claires, aussi transparentes que possible pour qu'on n'ait pas. Parce que nous aimons les Sénégalais malgré tout, même si, bon, je me dis la question c'est d'éviter de vivre les mêmes situations que ce qui se passe aux alentours. C'est vrai que certains sont allés très vite, faisant parfois les oiseaux de mauvais augure pour parler de l'ivoirité, etc. Mais il ne faut pas qu'on joue avec ça. Parce qu'il y a une certaine violence qui pourrait être latente et qui pourrait aujourd'hui devenir importante. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts malheureusement à mourir pour la bêtise. Et il faut que l'on apprenne aux gens à accepter notre Constitution. Pour moi, pour ce dossier, je n'ai aucun souci. Si aujourd'hui je suis en Suisse et que je demande la nationalité suisse, mais si je dois revenir au Sénégal pour demander aux Sénégalais de m'élire, il faut que je renonce à ma nationalité suisse. Mais il faut être clair là-dessus. Maintenant, j'ai une question peut-être dans la discussion sur laquelle nous pourrons revenir. Mais je ne voudrais pas que, parce qu'on pense à quelqu'un qui pourrait faire mal au pouvoir actuel, qu'on légifère. On ne fait pas comme ça, parce que c'est mauvais, c'est très 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 mauvais. Mazid Ndiaye, sur cette question? Oui, je pense que
le moment pourrait être mal choisi. Oui. Parce qu'on a des candidats potentiels connus et qui sont connus pour avoir la double nationalité. Mais sur le principe, je pense que si on sait ce que les pays du Nord sont capables de faire pour défendre leurs intérêts, on devrait prendre le maximum de précautions pour nous préserver de ce qu'ils font. Et nous savons que la CIA recrute, les Français recrutent. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont double nationalité sont recrutés. Mais le jour, je suis certain, où un Français, franco-sénégalais, a un potentiel très important de gagner les élections au Sénégal, il aura l'appui de la France et il y aura des contrats dans son dos, des tas de choses qui vont se passer. Je dis France et États-Unis, tous, on l'a vu. Et ceux qui ont vécu ici pendant la période coloniale savent que pour défendre leurs biens, ils feront n'importe quoi. Donc, s'il n'y avait pas ce contexte-là, moi j'aurais dit même 10 ans, c'est nécessaire, avant de pouvoir être candidat à la présidentielle. Maintenant, pour le reste, on peut être franco-sénégalais et être ministre, être directeur de tout ce qu'on veut. Ça me pose pas de problème. Mais la présidence de la République, ça veut dire celui qui est responsable de tout ce que les Sénégalais cotisent comme moyen pour faire développer notre pays, le mettre entre les mains de quelqu'un qui a peut-être signé ou qui est pour obtenir le soutien de la France ou des États-Unis ou de je ne sais qui, pour obtenir leur soutien, a dû concéder des tas de choses que nous ignorerons toujours. Et on sait on a vu même pour la France elle-même, vous avez entendu la question de Clear Stream, tout ce qu'ils ont fait avec l'Égypte, l'Inde, pour éliminer même des gens pour pouvoir faire un marché, un seul marché. Alors, je dis, c'est vraiment pas le moment peut-être, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire tôt ou tard pour protéger le Sénégal contre les gens qui peuvent être manipulés ou utilisés en tant qu'étrangers, mais pouvant bénéficier de la nationalité sénégalaise, prendre le pouvoir chez nous. Maintenant, il faut qu'on soit réaliste aussi. Si les Français, les Américains et les autres venaient ici avec des passeports à distribuer, vous allez me dire combien de Sénégalais vont faire la queue pour avoir ce passeport-là. Ça veut dire que les gens sont tellement fatigués qu'ils veulent une porte de sortie de ce pays pour aller n'importe où. Et ils sont donc très vulnérables. Le pays est très vulnérable dans ces conditions-là parce que la situation est très dure. Et ceux qui vivent cette situation dure ne se rendent pas compte que là-bas aussi où ils veulent aller, c'est dur. Et ils veulent y aller parce que les images, la télévision et tout ça montrent que tout est beau, tout est parfait et qu'il suffit d'arriver pour gagner. Et ce n'est pas le cas, c'est très dur là-bas aussi. Maintenant, comment préserver nos intérêts de pays pauvres, très endettés, face à des gens qui... Parce que si vous regardez le total de l'économie sénégalaise, tous nos soldats, tous nos militaires, tous nos policiers, tous nos douaniers, tout ça, ils protègent quelle entreprise? 80% de l'économie, c'est étranger. C'est pour les étrangers qu'on protège toute cette économie-là. Et nous, ce qu'on y gagne, c'est quoi? C'est le salaire. Pour l'essentiel, nos petites entreprises n'arrivent pas à survivre parce qu'on les met en concurrence avec le droit international des marchés, avec des gens qui sont 10 fois plus anciens, plus équipés, etc. Donc ils ne peuvent pas gagner les marchés, sauf s'ils ont un coup de pouce comme au Rwanda. Rwanda, ils disent clairement que les Rwandais seront privilégiés. Point final. Et si vous voulez comparer avec eux, dans le marché public, le Rwandais arrive avec 10% d'avance sur toi déjà. Donc ce genre de choses nous manque ici. Et on a un peu l'impression d'être délaissé pour l'étranger. Si vous enlevez Eiffage, Total, 3 ou 4 autres entreprises françaises, il reste quoi de l'économie sénégalaise? Rien.
Je suis d'accord sur ce point, effectivement, que la nationalité du chef de l'État est importante. Parce que c'est un problème de souveraineté. C'est un problème de souveraineté, mais en même temps pour éviter les conflits d'intérêts. Parce qu'effectivement, si quelqu'un il est double national et qu'il garde l'une de ses nationalités et que, par exemple, l'autre pays dise on ne peut on demande l'extradition de son citoyen, qu'est-ce qu'on fera? Ça, c'est une question. Mais j'ai un problème avec l'explication de mon aîné tout à l'heure sur la préférence nationale. Évidemment, il faut qu'on travaille autour de ça. Mais est-ce qu'on doit juste pour une préférence nationale laisser la médiocrité se développer? Est-ce que nous ne sommes pas en train de délaguer quelque part des possibilités pour aller plus vite? C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des Sénégalais de la diaspora ou ailleurs qui sont français et sénégalais, suisses et sénégalais, qui ont envie aussi de participer au changement, à l'émergence de ce pays-là. Comment allons-nous faire? On va leur dire non mais restez chez vous, vous n'êtes pas sénégalais. Le Rwanda est un cas extraordinaire que j'adore. Et comme on veut parler concret parfois, je me dis aujourd'hui, quand tu reviens, tu vois que le Sénégal, il y a beaucoup de bâtiments. Je le disais lors du forum sur la laïcité. On a beaucoup de bâtiments, on voit que les choses évoluent. Mais ce qui n'évolue pas, c'est ce qu'il a dit quelque part. Est-ce que nous nous aimons assez pour que ce pays puisse nous donner toutes les possibilités d'y rester, toutes les possibilités d'être debout, de nous dire que le Sénégal, c'est à nous de le construire. Et ça, c'est un grand travail, Alassane. Je pense que même au niveau africain, à part le Rwanda, Ghana, certains, tu as l'impression qu'on attend tout, on attend encore des milliards. Mais les milliards ne vont pas arriver. Et même si les milliards arrivent, ils risquent de continuer d'être dans la poche de 2-3 personnes et le reste. Et c'est maintenant aux 98% ou 99% des Sénégalais de se dire que le Sénégal leur appartient. De veiller à cela, de respecter nos voisins, de veiller sur la propriété de nos terrains, de se dire que si le gouvernement dit et que l'Assemblée nationale vote des lois, qu'on les respecte. Mais pourquoi tu prends un taxi, les gens sont en train de s'insulter entre eux? Ça, c'est un problème et ce sont des choses concrètes. Et pour en revenir à cela, effectivement, il nous faut un chef d'État qui croit en ce pays. Parce que tu ne peux pas diriger un pays si tu n'aimes pas ce pays. Moi, je parle d'amour et je pèse mes mots. Il nous faut qu'on aime nos pays. Il y a certains qui disent que la double nationalité, comme l'a dit Fatou Sossar, ça peut être un atout pour le Sénégal. Aujourd'hui, en faisant cette loi-là, peut-être certains Sénégalais qui auraient envie de venir travailler pour ce pays parce qu'ils ont une double nationalité peuvent ne pas venir. Ok. Travailler pour le Sénégal n'est pas être président nécessairement. Oui, on est d'accord. Il y a plein de choses à faire, beaucoup de travail à faire sans être président. On peut... Mais si c'est ça, ceux qui ont 75 ans comme moi, là, ils doivent arrêter tout, ils ne doivent plus rien essayer parce qu'ils ne seront jamais présidents. Donc, il faut arrêter ce débat. N'importe qui, actuellement, même les étrangers, on est en train de leur faire la cour pour qu'ils viennent investir au Sénégal. Donc, le Sénégalais qui a les moyens comme ces étrangers, déjà, il a au moins les mêmes avantages que ces étrangers-là. Mais je dis... En plus, il faut aider les locaux qui sont là, qui ne sont pas partis aussi. Parce qu'ils ont les entreprises qu'ils ont fabriquées, ils payent les impôts ici, ils ont... Voilà. Et même à l'étranger, si vous créez quelque chose, vous travaillez, j'en ai discuté tout récemment avec les inspecteurs des impôts, si vous travaillez comme nous, notre société travaille au Tchad, on travaille avec des Tchadiens, on doit payer la TVA au Sénégal. Alors que le Sénégal n'y est pour rien, c'est le gouvernement tchadien qui nous embauche, qui nous donne du travail à faire. On embauche des Tchadiens pour faire le travail et on nous dit payer la TVA au Sénégal parce que dans l'article 288 du Code des impôts, être utilisé au Sénégal, c'est tout ce qui est fait par un Sénégalais. D'accord. Alors, quel que soit le commanditaire, c'est pas possible. Alors, malgré tout ça, les entreprises sénégalaises n'ont aucun soutien.
on a besoin, ce n'est pas une histoire de préférence seulement. Tu vois, qu'on nous mette au même niveau. Je suis pas Au même niveau de facilité. Sur ce plan, au je moins. suis parfaitement d'accord avec vous. Sur On ce plan, fait la cour aux capitalistes étrangers, on leur promet monts et merveilles, et nous ici, on nous tabasse tout le temps, on nous pose des problèmes, et pendant ce même temps, on voit des marabouts qui ont plein d'argent et qui n'ont même pas de déclaration d'impôt, et personne ne leur dit rien. Ça ne va pas. Mais il n'y a pas que cela. Il y a, par exemple, si vous allez dans la petite côte ou ailleurs, il y a des gens qui ont des résidences, ça veut dire des gens qui ont des résidences secondaires et qui ont beaucoup d'argent dans ce pays et qui ne paient pas l'impôt, qui ne déclarent même pas ses résidences. Et là, l'État devrait être vigilant parce qu'un pays se développe aussi avec ses impôts. Moi, je suis tout à fait d'accord sur ce point avec vous que l'État sénégalais doit pouvoir vous donner les mêmes moyens, les mêmes possibilités que les entreprises étrangères. Ça, c'est clair. Maintenant, il faudrait aussi que quand un entrepreneur sénégalais dit « je sais faire ça », qu'il ne délègue pas cette histoire et qu'on ne la fasse pas correctement. Et puis, on a vu l'exemple de Eiffage tout dernièrement, Sénac qui fait un excellent travail, mais le dernier précédent, quand il menace de demander 8 milliards parce que l'autre tronçon n'est pas fini, ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, on n'aurait pu rien faire parce que, évidemment, la loi internationale allait... Est-ce que c'est parce qu'on est sénégalais, exclusivement de nationalité sénégalaise, qu'on est plus patriote que le Sénégalais qui a la je ne le crois pas. Non. Je ne le crois pas. D'autant plus que même dans les guerres d'indépendance, nous avons eu des Français avec la peau blanche qui ont fait un combat beaucoup plus important que d'autres. C'est aussi pour le combat sur le racisme qui suis à l'étranger, je sais de quoi tu parles. Parfois, tu te bats, tu emploies tes moyens, tu emploies le peu d'intelligence que tu as pour faire avancer la question noire. Mais certains Africains noirs sont en train de faire le kharmat, ils s'en fichent. C'est souvent des amis blancs qui viennent nous aider pour dire que effectivement, comme nous le disons, nous Africains, tout ce qui est humain ne nous est étranger. Et ensemble, nous nous battons pour faire évoluer l'humanité. Mais d'autres, ils sont là. Non, non, je ne suis pas d'accord, vous avez raison. Ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on n'aime pas l'Afrique. Il y a, moi, tout dernièrement, avant-hier, j'ai eu un rendez-vous avec une Suissesse, ici, qui a travaillé dans une très grande banque, et qui veut revenir parce qu'il a aussi une part de Sénégalaise en elle. Mais il me dit maintenant, je veux revenir au Sénégal travailler. Alors que être chef de département de communication d'une grande banque suisse, c'est beaucoup d'argent. Mais il dit aujourd'hui et demain, c'est l'Afrique. Donc je veux aussi apporter ma part pour l'Afrique et pour le Sénégal où je suis né. Mais voilà. Est-ce que la question de fond, ce n'est pas de travailler pour que le Sénégal se sorte de ses difficultés, que cette question de binationalité qu'on est en train de mettre sur la place publique, qui peut, si elle n'est pas très bien encadrée, être manipulée par les pyromanes? Absolument. Oui, non, la question de binationalité n'est pas un problème. Tout le monde peut avoir double nationalité. La question est de mettre ça de côté. Mais nous ne parlons de binationalité que pour la candidature à la présidence de la République. C'est le seul point. Et on s'est rendu compte que les candidats à la présidence de la République, c'est 14 personnes tous les 5 ans. Et ça, c'est pas... Et parmi les 14, peut-être il y en a un ou deux. Ça, donc, dégagez ça. Oui. Et je peux affirmer que les Sénégalais de la diaspora sont souvent beaucoup plus patriotes que les Sénégalais ici. N'est-ce pas? Parce que de là-bas, j'ai fait 10 ans en France. Parce que de là-bas, tu as d'abord la nostalgie, tu veux revenir, tu as envie de repartir tout le temps, tous les jours, et en même temps, tu entends les sarcasmes sur l'Afrique, sur ton pays, sur les Noirs et tout ça, et tu es obligé soit de te solidariser, si tu es courageux, et te battre, soit de sourire et disparaître comme un lâche. Magnifique. Voilà, ça c'est ce qui arrive quand on est à l'extérieur. Et par conséquent, la volonté, l'envie de voir son pays devenir fort est beaucoup plus fort chez les Sénégalais à l'étranger que chez nous, ici même.
Parce qu'ici, on se lamente, le président doit m'aider, Oui. alors qu'on ne paye même pas l'impôt. On demande tout le temps de l'aide, on ne se bat pas assez. Les gens, j'ai fait ici dans la zone de Sandiara, 14 périmètres irrigués pour les paysans avec le radis. 14 périmètres irrigués de 8 à 16 hectares. Pour les paysans eux-mêmes, nous, on avait 1 franc dedans, 0 pour nous. On leur a donné les parcelles et on les a accompagnés. On a mis des techniciens horticoles qui les ont aidés tout le temps. Mais on a dû fermer. Pourquoi? Parce que ces gens, les serrères, la période de maraîchage, c'est entre janvier et mars, avril, parfois jusqu'en mai. Mais c'est la période où ils ont plein de cérémonies, ils vont dans les deuils, les enterrements, ils passent les journées là-bas. Et finalement, les périmètres dépéris ne fonctionnent pas. Ils envoient des gosses de 10 ans pour arroser à leur place, des choses comme ça. Et une fois, je suis allé même un samedi dans un périmètre, Louli Benteigné, et je suis arrivé un dimanche, j'étais avec ma famille pour voir un peu, et je vois des bœufs sur le terrain de maraîchage. Et je descends de ma voiture pour chasser les bœufs, et jusqu'à transpirer. Après, je dis, mais c'est qu'il faut, moi je ne gagne pas 1 franc dans ces choux-là qui sont en train d'être mangés, et je perds mon temps à me battre contre ça. On les a convoqués, on leur a dit, si vous continuez comme ça, on arrête, parce qu'on ne peut pas essayer de vous améliorer si vous ne voulez pas. Absolument. Et ça a continué, on a arrêté. On a fermé 16 périmètres irrigués, comme ça. Donc, nous, ici, la tendance à vouloir exiger que l'État soit une sorte d'État-providence, chaque fois qu'on a un problème, il vient et donner n'importe, quelque chose. Et tout le monde compte. Regardez les radios. Nous comptons nous interpellons le président de la République pour qu'il vienne nous aider. Tout le temps. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour le pays? Combien vous participez? Quelle est votre cotisation? 0. 90%, ils n'ont rien donné. Et ils sont allés habiter dans des endroits où tout le monde savait que c'est des endroits non édifiants. Nous sommes de vous. Après, quand l'inondation arrive, il faut qu'on nous aide. Pour faire quoi? Et il nous manque un État courageux, capable de taper sur les gens quand il le faut et récompenser quand il le faut. Mais on a constaté quand même que la diaspora envoie plus d'argent, même des fois plus que l'aide publique. Bien sûr, mais ça, on l'a dépassé depuis 5 ans, 6 ans. La diaspora sénégalaise et la diaspora de manière générale envoient beaucoup plus d'argent dans nos pays que la Banque mondiale ou le FMI. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons du peu d'argent que nous envoyons? C'est que, comme il l'a dit, il faut que les Sénégalais, il faut que les Africains se remettent un tout petit peu en cause. Parce qu'en Europe, il n'y a personne qui attend rien de personne. L'État est là, il régule pour que les citoyens puissent vivre sur le pied d'égalité. Ensuite, en cas de conflit, la justice fait son travail. Et aussi, les journalistes font des enquêtes pour aider aussi à clarifier le débat. Maintenant, si quelqu'un il doit tout attendre de l'État, moi, avant-hier, en venant sur Dakar, il y avait la pluie, mais on nous montre que l'eau qui est en train de stagner au moment de l'inondation, mais on n'a pas montré assez les débris, les saletés. Ce sont ces saletés-là qui les ont mises là-bas. Ce sont nous, les populations. C'est parfois on bloque les passages d'eau. Parfois quelqu'un est devant son stand, mais il ne nettoie pas. Tu manges ta mangue, tu jettes par terre. Tu prends les trucs plastiques, tu jettes par terre. Mais non, il faut que dans ce pays, que l'on se dise, si nous sommes... Parce que quand tu dis à quelqu'un tu n'es pas musulman ou tu n'es pas catholique ou autre, il est capable de te tuer. Mais le Coran nous dit, excusez-moi, j'aime bien parfois comme on est dans un pays musulman, Inna Allah la yughayyir ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Dieu, dès lors qu'il nous a donné al-aman, c'est-à-dire l'intelligence, il nous a laissé la possibilité de diriger notre destin. Mais ce n'est pas Dieu qui va descendre. Il y a le droit qui suffit pour diriger nous. Il nous a dit ce qu'il fallait faire. Donc prendre nos responsabilités. Et la responsabilité, elle est d'abord individuelle,
collective et maintenant on peut marcher ensemble. Pour revenir un peu à la question sur la nationalité, M. Mazid Ndiaye, est-ce que ce n'est pas parce qu'on est dit, proposé, que celui qui veut être candidat, il faut qu'il rentre 5 ans avant sa nationalité, qui crée cette cristallisation? Oui, le fait de l'avoir dit dans le contexte actuel, c'est ça le problème. Dans le contexte actuel, on a le sentiment que X et Y sont visés et que ces deux-là sont connus pour avoir la double nationalité et qu'on les éliminerait de cette façon. Bien que l'un a été condamné par un tribunal et par conséquent, tant qu'on n'arrivera pas à cette condamnation, il ne pourra pas être candidat. L'autre, on ne peut pas lui interdire, à part peut-être en créant cette loi-là. Mais il s'agit simplement de trouver une formule qui le sorte de ce contexte et que ça ne vise pas quelqu'un. Voilà. Et que je pense que le président Macky Sall a commis une erreur sérieuse. C'est d'avoir déclaré sa candidature trop tôt pour les prochaines élections. Dès la première année, parce que le Sénégalais est très subtil et très capable de faire manipuler n'importe qui, surtout s'il y a un levier que vous leur donnez, que je suis candidat. Et ce n'était pas nécessaire. Et c'est dans 2 ans qu'on verra si c'est nécessaire ou pas. Merci à mes invités, Mazid Ndiaye, président du RADI, Réseau africain pour le développement intégré, président du Pacte, la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, et Gorgui Wad Ndoye, journaliste, directeur de publication de Continent Premier, un site internet qui traite des questions de diplomatie installé à Genève en Suisse. À la technique, Abdoulaye Diop, micro Alassane Sambodio. Excellent dimanche à tous.